Donc moi, je suis Antonin Broye, je rappelle, docteur en philosophie et membre du conseil d'administration d'Atos Médica France. Et ce soir, je vais vous parler de vote, mais dans une perspective conséquentialiste. Donc j'ai commencé par examiner les différents impacts qu'on peut avoir en votant. Et ensuite, j'essaierai de créer, de présenter un modèle relativement simple et facilement calculable qu'on pourra appliquer aux élections présidentielles de 2022. Et modèle qui, j'espère, permettrait de nous guider un peu dans une décision difficile pour qui voter. Donc, peut-être un point avant de commencer. Contrairement à mes précédentes présentations, cette fois-ci, je m'inspire pas vraiment de domaines de recherche existants. C'est pas du tout de la vulgarisation de quelque chose, de la recherche qui existerait déjà. C'est pour ça que c'est beaucoup plus spéculatif. Donc, ce que je dis, il faut le prendre avec encore plus de pincettes que d'habitude. Donc, pour commencer, revenons sur la base. Qu'est-ce que c'est que le vote? J'imagine que tout le monde sait ce que c'est. En France, on a la possibilité de voter pour nos représentants et représentantes lors d'élections politiques. Donc, il y a pas mal d'élections politiques différentes avec des modalités qui varient assez énormément. Donc, les modalités du fonctionnement de l'élection, combien de tours, etc. Et ces modalités des élections, c'est particulièrement important de bien les prendre en compte pour ensuite pouvoir essayer d'évaluer l'impact qu'on peut avoir en votant. Nous, ce qui va nous intéresser là, c'est, comme je le disais, les élections présidentielles de 2022 qui auront lieu dans quelques mois. Donc, je vais vraiment me baser sur les modalités qui sont applicables à ces élections, à savoir que ce sont des élections au suffrage universel et direct. Donc, suffrage universel, c'est-à-dire que tous les citoyens et citoyennes de plus de 18 ans, avec quelques conditions supplémentaires, en gros, peuvent voter. C'est direct parce qu'il n'y a pas de collège électoral qui joue le rôle d'intermédiaire entre notre vote et le vote du chef de l'État. Donc, on va directement, le nom qu'on va mettre sur notre bulletin, c'est directement celui du chef de l'État qu'on veut avoir au pays, à la tête du pays. Et il s'agit d'un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Uninominal parce que on met un nom sur notre bulletin, on va pas mettre par exemple une liste. Majoritaire parce que c'est la personne qui a le plus de votes qui va gagner, celle qui a fait plus de 50%. C'est à 2 tours parce que si il n'y a pas de personne, pas de candidat ou de candidate à plus de 50% au premier tour, alors on fait un deuxième tour avec les deux candidats qui ont fait le plus grand score au premier tour. Quand on décide, enfin quand on se demande pourquoi et pour qui voter, on va y réfléchir, on va trouver plein d'arguments, plein de considérations. Je voulais un peu récapituler ou un peu donner une idée de la grande variété de considérations qui sont souvent mobilisées. Donc j'en ai un peu mis plein ici. On trouve souvent l'idée que voter c'est un devoir citoyen. Donc l'idée c'est que ça serait on aurait des devoirs politiques en tant que citoyen, et voter ça ferait partie de ce genre de devoir. On entend souvent que le vote c'est le fruit d'un long combat qu'il faut défendre, donc c'est un peu au nom de ce qu'ont fait nos ancêtres qu'il faudrait voter. Ne pas voter, ça reviendrait à laisser aux autres la possibilité de décider pour nous. Voter, ça permettrait de faire vivre la démocratie, ce serait peut-être une condition nécessaire à ce que la démocratie le système démocratique soit réussi. C'est aussi choisir un représentant, une représentante dans laquelle on se reconnaît, en laquelle on a confiance, même qui portera nos opinions et nos valeurs sur la place publique. À l'inverse, on peut aussi penser que s'abstenir, c'est pas du tout problématique, c'est refuser de cautionner le système actuel. En fait, c'est un moyen de lutte. Ce à quoi on peut répondre que si tu ne votes pas, il ne faudra pas venir te plaindre après les élections, hein. Donc c'est l'idée que voter, ça nous donnerait un droit de se plaindre après les élections, de critiquer le gouvernement. Ensuite, sur comment est-ce qu'on décide de voter, on vote souvent pour tel candidat pour peut-être faire barrage à l'extrême droite. On vote utile plutôt que par conviction. On réfléchit à qu'est-ce qui se passerait si tout le monde votait comme on vote. On essaye de voter pour le candidat ou la candidate dont on pense que c'est la personne qu'on voit peut-être plus en président ou présidente de la République. Et parfois, on vote aussi pour des candidats seulement parce que ça semble être dans notre intérêt personnel. Et là, bien sûr, ça s'oppose un peu à l'idée que le vote permettrait de faire émerger l'intérêt général. Il faudrait voter avec en tête l'idée de promouvoir l'intérêt général. Donc, ce qu'on constate dans tous les cas, c'est qu'il y a une grande diversité d'arguments et de raisonnements. Et toutes ces considérations-là, ça repose sur des visions éthiques et politiques
assez variés. Et nous, ce qui va nous intéresser dans cette présentation, c'est spécifiquement une vision des choses, donc une vision éthique en l'occurrence, c'est la vision conséquentialiste que je vais présenter maintenant. Donc à la base, c'est une vision qui appartient à l'éthique, le conséquentialisme. C'est la théorie selon laquelle c'est seulement la valeur des conséquences de nos actions qui va déterminer leur statut moral. Donc, le statut moral de nos actions, c'est est-ce que telle action, elle est obligatoire, c'est un devoir de la faire. Est-ce que au contraire, elle est interdite, ça serait une interdiction morale, ce serait vraiment pas bien de la faire. Ou bien est-ce que c'est permissible, oui, on a le droit, on a très bien le droit de la faire. Donc typiquement dans une perspective conséquentialiste, qui s'intéresse vraiment aux conséquences de nos actions, tuer quelqu'un, ça ne peut pas être une mauvaise action en soi. Ce qui détermine si c'est une mauvaise action, ça va être les conséquences que tuer quelqu'un a. Donc là, en l'occurrence, peut-être tuer quelqu'un, ça va être mauvais dans la mesure où cette action, elle va causer du tort à la personne tuée, à son entourage, ou bien qu'elle va avoir d'autres conséquences négatives de ce genre-là. Et dans tous les cas, réfléchir en conséquentialiste, c'est essayer de se pencher sur notre impact, l'impact de nos actions pour décider quoi faire. On peut se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que, comment est-ce qu'on détermine la valeur des conséquences de nos actions? Ça n'a pas l'air d'être très consensuel, ça. Et effectivement, donc, quels critères on peut utiliser pour déterminer la valeur des conséquences de nos actions? Pour répondre à cette question, il faut faire ce qu'on appelle de l'axiologie, donc c'est une réflexion autour de la valeur, de ce qui a de la valeur, de ce qui est bon, de ce qui est mauvais. Et bien sûr, il y a pas mal de réponses différentes qui sont possibles, qu'on peut parfois combiner ensemble. Donc, parmi les plus connus, il y a la valeur des conséquences de nos actions, ça consiste simplement en le bonheur total, le bien-être d'une partie ou de l'ensemble des individus qui vont exister dans le monde. Donc, si on souscrit à cette vision-là, on obtient en gros l'utilitarisme. Mais d'autres réponses sont possibles. On peut se soucier de la justice et essayer de promouvoir la justice dans le monde. Peut-être des choses aussi comme la biodiversité, l'harmonie, la vertu, etc. Donc plein de choses différentes. Alors, un des principaux problèmes auxquels on est confronté quand on essaie de réfléchir en conséquentialiste, c'est que c'est très difficile de déterminer l'impact de notre action, déterminer quelle valeur ont les conséquences de telle ou de telle action. Pour nous aider dans ces calculs-là, il y a deux principes qui sont assez importants et sur lesquels je vais revenir. D'un côté, le principe contrefactuel, de raisonner de manière contrefactuelle, et de l'autre, la bonne prise en compte de l'incertitude. Donc, adopter une approche contrefactuelle, c'est assez important. Ça consiste à s'intéresser à l'impact de l'action, donc de l'action qu'on évalue, toujours par rapport aux autres actions que l'on peut entreprendre, donc toujours de manière comparative. Donc, l'impact contrefactuel de notre action, c'est vraiment la différence entre la valeur des conséquences de l'action qu'on considère avec celle de notre inaction ou la valeur des conséquences d'une action alternative. Et donc, c'est ça qui permet vraiment de capturer l'idée que ce qui nous intéresse, c'est la différence que l'on fait dans le monde, en agissant de manière différente. Et quand on essaie d'évaluer l'impact contrefactuel, c'est donc très important de réfléchir à qu'est-ce qui se serait passé si je n'avais pas fait ça. Et un exemple assez classique, c'est celui de devenir médecin, donc, par exemple médecin urgentiste. On peut penser spontanément que en devenant médecin urgentiste, ça va avoir un très gros impact positif, parce que ça va permettre de sauver des vies. Sauf que quand on réfléchit de manière contrefactuelle, on se rend compte que c'est pas du tout forcément le cas, puisque ces vies auraient été sauvées, même si je n'étais pas devenu médecin urgentiste. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre aurait pris ma place. Et du coup, là, on voit bien que c'est vraiment important de raisonner de manière contrefactuelle pour évaluer de manière correcte le véritable impact de nos actions et de nos choix. Le deuxième principe important, c'est la bonne prise en compte de l'incertitude. Donc, de façon générale, voilà, on est confronté au fait que quand on décide quoi faire, on le décide sur la base de connaissances qui sont partielles. On a du mal à prédire quelles vont être les conséquences de nos actions. Comment est-ce qu'on peut faire pour mieux gérer toute cette incertitude autour des conséquences de nos actions? Eh ben, une manière un peu standard, c'est de calculer l'espérance mathématique de la valeur des conséquences de nos actions. Et on obtient ainsi l'impact espéré. L'idée, c'est tout bête, c'est si je pense avoir tel impact en faisant une action, c'est de réfléchir à quel point il est probable que cet impact ait vraiment lieu. Donc l'idée, c'est de pondérer les impacts possibles de nos actions par
leur probabilité d'occurrence. C'est pourquoi une action qui a une petite probabilité de succès et dont le succès aurait un très grand impact positif, qui se produisait, ça peut valoir davantage le coup qu'une action qui a 100% de chance, on va dire, de réussite, mais dont la réussite aurait seulement un plus petit impact positif. L'idée, c'est qu'il faut vraiment mettre en balance, d'un côté, l'impact qu'on aurait l'impact qu'aurait notre action si c'était réussi, et de l'autre côté, sa probabilité que ça réussisse. Ok. Et avec ces deux outils en main, on peut maintenant passer à la question du vote. Et quand on passe à la question du vote, et on réfléchit vraiment à quelles vont être les conséquences positives ou négatives de voter, on peut d'abord avoir beaucoup de doutes. Et dans cette diapo, je voudrais répondre un peu à ces doutes sous la forme d'un dialogue entre une personne qui doute et une personne qui nous dit que notre voix elle est négligeable par rapport au nombre total de voix qui vont être exprimées lors de l'élection, et donc que notre candidat ou candidate préféré ait une voix de plus, ça ne change absolument rien à l'issue de l'élection, donc ça n'a aucun impact du tout. À ça, qu'est-ce qu'on pourrait répondre? On pourrait répondre que l'impact qu'a notre bulletin de vote, il est effectivement difficilement perceptible, parce qu'il est un peu noyé dans la masse de tous les suffrages qui vont être exprimés. En France, pour les élections présidentielles, on attend quoi, une trentaine de millions, quarantaine de millions de suffrages, donc ça fait vraiment beaucoup. Et en fait, on peut comparer le vote avec d'autres actions de la vie quotidienne qui ont un peu le même statut, où on a l'impression que notre action a vraiment un impact minime, mais comme on va le voir, elle a un impact quand même. Donc on peut prendre l'exemple imaginez que vous allez dans un restaurant et une fois, de manière complètement ponctuelle, vous refusez de prendre du poulet pour plutôt prendre le plat végétarien. Et vous posez la question, quel impact ça va faire pour les animaux? Et un peu comme pour le cas du vote, on peut avoir l'impression à première vue que l'impact il va être nul. Pourquoi? Si on réfléchit attentivement à quelles vont être les conséquences de prendre le plat végétarien, c'est assez difficile de réussir à entrevoir les conséquences à long terme positives que ça va avoir. Si je prends le plat végétarien, ça veut dire que à la fin de la soirée, dans le frigo du restaurant, il va rester peut-être un poulet de plus. Donc ça va jouer sur le stock alimentaire du restaurant. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Possiblement, le restaurateur va commander moins de poulet la prochaine fois à son grossiste. Là encore, possiblement, le grossiste va demander moins de poulet aux éleveurs de volailles, et qui, eux, vont peut-être, dans le futur, décider de s'ajuster à cette baisse de la demande en faisant naître moins de poules que ce qu'ils auraient fait autrement. À chaque fois, c'est tellement conditionnel, et l'impact à chaque fois, il est minuscule, et ça joue vraiment sur pas grand-chose. On peut avoir l'impression que l'impact est nul. Et pourtant, il est clairement pas nul, parce qu'on se rend compte que, bien sûr, si 100 000 personnes faisaient de même, si 100 000 personnes refusaient, ne serait-ce qu'une fois, de manger un poulet au restaurant, ça aurait bien un impact assez énorme. Et si l'impact de 100 000 personnes, il est énorme, ça veut bien dire que l'impact d'une seule personne, il n'est pas nul. Parce que 100 000 fois un impact nul, ça ferait 0. Et là, c'est clairement pas le cas. Ok. À ça, on peut quand même répondre, ouais, mais on n'a quand même jamais vu de candidate gagner à une voix près. Et pourtant, c'est bien ça la différence que nous, on amène en votant. On amène une voix de plus. Donc, notre bulletin de vote, on a l'impression qu'il ne peut pas vraiment changer l'issue de l'élection. Ok, alors c'est un bon argument, effectivement, si on regarde tous les élections les élections passées en France, les élections présidentielles et même la plupart des autres élections, personne n'a jamais gagné à une voix près. Et pourtant, ça implique quand même pas que la probabilité que notre vote fasse basculer l'élection soit nulle. Seulement qu'elle est juste très très faible. Et effectivement, elle est si faible qu'on a du mal à la quantifier. Mais pour autant, pareil, donc c'est le principe de l'impact espéré. Si la victoire d'un ou d'une candidate plutôt qu'une autre a des conséquences qui seraient bien meilleures, en mettant en balance la petite probabilité avec très grande différence d'impact, peut-être que ça vaudrait quand même le coup de voter. Et de fait, la probabilité de faire basculer une élection, ça a été estimé dans un article sur le site 80 000 heures. Donc ils se basent sur l'exemple américain. Alors c'est différent justement parce qu'il y a un collège électoral et on vote État par État. Et dans les États les plus où le résultat serait le plus serré, ils ont estimé que parfois il pouvait avoir en votant dans ces États-là, il pouvait avoir une chance sur 5 millions
Il disait au mieux, on peut parfois avoir une chance sur 3 millions de faire basculer du coup le résultat de l'élection au niveau de l'État et du coup le résultat de l'élection au niveau national. Et donc réellement affecter quel va être le président américain. Donc, une chance sur à peu près 5 millions. On est, voilà, en termes d'ordre de grandeur, c'est à peu près le même genre de chance qu'on a de gagner la loterie. Donc c'est petit, mais bon, finalement c'est pas si petit que ça parce que pas mal de gens sont prêts à acheter un ticket de loto et ça leur pose pas de problème. Alors à ça, on peut quand même répondre que dans la réalité, c'est pas comme le cas de l'État qui serait où les résultats seraient serrés. Aux États-Unis, dans la réalité, souvent les élections elles sont pas forcément serrées. Et dans ce cas-là, si l'élection n'est pas serrée, a priori il y aurait pas, notre bulletin ne ferait aucune différence. L'idée c'est que voilà, si l'élection n'est pas serrée, on sait que notre voix ne fait pas de différence. Et c'est un très bon point. Donc c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut regarder vraiment de près exactement quels sont les pronostics sur les élections. Et pas seulement ça, mais aussi de regarder si peut-être il y a d'autres impacts que le vote peut avoir au-delà de juste affecter le résultat de l'élection finale. Et c'est donc ce qu'on va essayer d'examiner à présent. Donc, j'ai essayé de lister la plupart des mécanismes d'impact, donc c'est ce que j'ai appelé les canaux d'impact que peut avoir notre vote. Et je suis arrivé à quatre grandes catégories, 4 grands canaux d'impact que je vais présenter. Alors juste pour clarifier, là l'action qui nous intéresse, dont on estime l'impact, c'est vraiment le choix du bulletin que l'on va mettre dans l'enveloppe et qu'on va mettre dans l'urne ensuite quand on est dans l'isoloir. C'est vraiment cette décision-là dont on est en train de considérer les conséquences. Et du coup, en y réfléchissant, j'ai abouti à quatre grands canaux d'impact. Le premier, c'est évident, c'est celui dont on a déjà parlé, c'est on influence peut-être le résultat de l'élection en faisant élire une personne meilleure que celle qui serait autrement élue. Alors attention, ça ne veut pas dire que la manière dont on peut influencer le résultat d'une élection, ça peut être assez varié. Et c'est pas parce qu'on vote pour une personne, pour un ou une candidate, que c'est cette personne-là dont on demande la probabilité qu'elle gagne les élections. Notamment dans les élections à 2 tours. Là actuellement, étant donné les intentions de vote pour le premier tour des élections présidentielles 2022, et je reviendrai là-dessus à la fin de la présentation, on peut, en votant pour Le Pen, voire même peut-être Zemmour, on peut en fait augmenter la probabilité que Macron soit élu. Donc c'est assez important. Et je reviendrai là-dessus. Deuxième grand canal d'impact, la promotion d'idées et de personnes. Donc là, c'est bien sûr influencer sur le résultat de l'élection, ça va promouvoir énormément plein d'idées et bien sûr des personnes, notamment la personne qui va être élue. Là, on parle de l'impact de la promotion d'idées de personnes, indépendamment de notre influence sur le résultat de l'élection. L'idée, c'est qu'on peut effectivement augmenter la diffusion ou la présence, notamment médiatique, de certaines idées ou de certains acteurs politiques en augmentant leur score. Typiquement, on écoute davantage une candidate qui a fait 15%, même si elle n'a pas réussi à aller au deuxième tour, que une candidate qui a fait 5%. Troisième grand canal, le remboursement des frais de campagne. Ça, c'est assez intéressant. Comment fonctionnent les élections présidentielles? Il y a tout un système de remboursement des frais de campagne qui va dépendre du score que font les candidats. Et en fait, il s'avère qu'il y a un seuil assez strict. C'est le seuil de 5% des voix. Parce que, en gros, en dessous de 5% des voix au premier tour, où la candidate se fait rembourser à peu près 5% d'un plafond de frais qui a été déterminé à l'avance. Et si elle fait plus de 5%, elle se fait rembourser 50% de ce plafond-là. Donc en gros, entre faire moins de 5% et faire plus de 5%, on peut se faire rembourser 10 fois plus de nos frais de campagne. Et du coup, ça a un impact à plus long terme parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre politique. Avec plus d'argent, un parti peut faire beaucoup plus de choses dans les années qui viennent. Donc c'est assez important comme canal d'impact.
Et enfin, l'impact qu'on peut avoir sur l'abstention, sur le niveau de l'abstention ou le niveau de participation, on peut l'augmenter ou le diminuer selon que l'on vote et que notre vote ne soit pas nul, ni blanc, ou bien que l'on ne le vote pas, ou qu'on vote blanc. Et là, l'effet, en fonction de nos préférences, on peut juger qu'il est préférable de faire augmenter l'abstention ou au contraire qu'il est préférable de faire baisser l'abstention en allant voter. Ça va dépendre un peu de nos valeurs et on reviendra là-dessus toutefois. Donc ça, c'est les grands canaux d'impact que j'ai identifiés pour l'élection présidentielle 2022 et ça s'applique que à cette élection. Si on passe à d'autres élections, là, il y a d'autres considérations qui peuvent entrer en jeu et notamment pour les élections législatives françaises, donc qui ont eu lieu, je crois, quelques mois après les élections présidentielles, j'ai découvert que les partis reçoivent un montant de subvention qui est proportionnel au nombre de voix qu'ils obtiennent, sous la condition que le parti ait obtenu plus de 1% des voix dans au moins 50 circonscriptions. À partir du moment où cette condition elle est remplie, en gros, chaque voix que vous apportez à un parti, ça va lui donner à peu près, là, en 2007, c'était 1,70 € par an, sur 5 ans. Donc ça veut dire que en votant pour des partis qui sont pas complètement obscurs, vous allez c'est comme si vous leur faisiez un chèque de 6 €. Et ça c'est pas du tout ridicule, c'est pas du tout négligeable. Mais pour les élections présidentielles, ça marche pas comme ça. Je vais juste noter ça. Ok. Du coup, à partir du moment où on a ces 4 canaux d'impact, on a tous les éléments pour évaluer l'impact du vote. Pour chaque candidate X, il suffit de considérer un par un tous les canaux d'impact, puis estimer pour chacun leur impact espéré, et ensuite faire la somme de ces impacts. Et ensuite, il faut simplement voter pour la personne qui a l'impact espéré total le plus élevé. Donc on fait la somme de tout ça, on obtient l'impact espéré de notre vote pour tel ou tel candidat. Donc ça marche bien pour comparer les votes pour différents candidats. Si on voulait comparer le fait d'aller voter, par exemple, avec le fait de rester chez soi le jour de l'élection, il faudrait prendre en compte d'autres considérations, notamment à quel point ce que vous feriez chez vous si vous n'alliez pas voter, ça a de la valeur, ça a un impact. Et là, bien sûr, ça va dépendre beaucoup des gens. Si jamais vous bossiez sur un projet à très 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 fort impact et que chaque heure comptait, là, effectivement, c'est probable qu'il vaille mieux s'abstenir et ne pas se rendre pour voter le jour de l'élection. Maintenant, si au contraire vous alliez juste rester glandé devant des séries télé, que en fait vous êtes bien content d'aller prendre l'air, dans ce cas-là, il y a pas trop d'hésitation. A priori, aller se rendre aux urnes aura plutôt un impact positif. Mais effectivement, sur toutes ces questions de est-ce qu'il faut s'abstenir, rester chez soi ou alors se déplacer et aller pour aller voter, ça va énormément dépendre de qu'est-ce qu'on peut faire si on ne va pas voter. Ça dépend de chaque personne. Ok. Donc avec cette formule-là, on est un peu avancé, mais pas tant que ça non plus, parce que pour estimer l'impact espéré de chacun des canaux, c'est loin d'être évident. Donc on va devoir essayer de décomposer chacun de ces composants. Et ce qu'on peut faire, c'est déjà se rappeler que pour calculer l'impact espéré, on met en balance d'un côté une probabilité, avec de l'autre un impact si la probabilité se réalisait. Et là, ce qu'on remarque, c'est que ça s'y prête très bien. L'influence sur le résultat de l'élection, ou bien notre voix fait la différence, auquel cas on a un très gros impact, on a un impact, on peut ensuite estimer, ou bien on n'en a pas. Et il y a une certaine probabilité qu'on peut déterminer. Donc ça veut dire que on va pouvoir décomposer chacun de ces canaux d'impact. Et ce sur quoi on peut s'appuyer, c'est les effets de seuil qui sont très présents dans ces élections. Ce qui se passe, c'est que l'impact qu'on va avoir, ça dépend souvent du passage d'un certain seuil de suffrage. Donc c'est évident pour le canal d'influence du résultat de l'élection, parce que ou bien notre voix, c'est la voix c'est une voix qui permet à un candidat de passer à l'élection, et sans notre voix, le candidat ne serait pas passé au deuxième tour. Dans ce cas-là, on a effectivement un impact, on
on aide le candidat à passer le seuil, ou bien on l'aide pas, et dans ce cas-là, on n'a aucun impact. Donc, les effets de seuil, ce genre d'effet de seuil, ça permet de calculer beaucoup plus facilement l'impact espéré, puisqu'il suffit d'estimer d'un côté la probabilité que notre vote fasse une différence en franchissant un seuil, et de l'autre côté, l'impact qu'aurait le franchissement de ce seuil. Et ensuite, on multiplie les deux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la plupart des canaux d'impact, on voit qu'il y a beaucoup de seuils qui sont présents dans ces canaux d'impact. Notamment le seuil de remboursement des frais de campagne. Là, c'est évident qu'il y a un seuil qui est très clair à 5%, ou bien on aide le candidat ou la candidate à dépasser ce seuil-là, à passer de 4,99 à 5, ou bien on lève pas. Dans ce cas-là, on a 0 impact. Donc, il y a bien un seuil. Mais en fait, même tout ce qui concerne la promotion d'idées et de personnes, on se rend compte qu'il y a aussi des seuils, cette fois-ci, peut-être davantage symboliques. Mais par exemple, on peut imaginer que dépasser 10%, ça, c'est un seuil symbolique qui aurait un impact vraiment pas négligeable du tout. L'idée, c'est quoi? C'est que ce n'est pas la même chose de faire passer le candidat pour qui on a voté de 9,383% à 9,384%. Ça, a priori, ça a très peu ça change pas grand-chose au futur du monde. Mais par contre, de faire passer le candidat de 9,999 à 10% des voix, là, par contre, il y a un effet. Il y a un effet qui est de l'ordre du symbolique. 10% des voix, ça veut dire que voilà, c'est un résultat à deux chiffres. Alors que si on a fait 9,999% des voix, on peut très bien imaginer que le candidat qui va parler, qui va être interviewé, on va lui dire est-ce que vous ne ressentez pas ça comme un échec? Vous n'avez pas réussi à atteindre 10% des voix. Comment expliquez-vous cet échec? Donc, ces seuils symboliques, ils ont des conséquences réelles dans le monde. Il n'y a pas que le seuil de 10%, puis imaginer que 20%, c'est aussi un seuil symbolique important, 1% aussi, et dans une moindre mesure, peut-être 5%, 15%, etc. À côté de ça, bien sûr, le fait de parvenir au second tour, indépendamment de nos chances de gagner le second tour, le simple fait de parvenir au second tour, ça nous apporte aussi pas mal de visibilité et de prestige en plus. Donc c'est aussi un seuil important à prendre en compte, que le seuil permet de faire passer le candidat au second tour. Et peut-être d'autres seuils de ce genre-là, ça serait celui de réussir à faire un meilleur score que l'ennemi juré, l'autre candidat avec lequel on a l'impression d'être en compétition, ou peut-être si on considère tous les candidats de gauche, réussir à faire le meilleur score de tous les candidats de gauche, là aussi ça a un impact symbolique. Donc c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte. Et en fait, on peut presque se poser la question, on peut même carrément se poser la question, est-ce qu'au final, l'impact qu'on peut avoir en votant, c'est pas toujours un impact qu'on a qui repose sur des effets de seuil. Est-ce que faire passer le nombre de voix pour un candidat de 9,383% à 9,384%, est-ce que ça a vraiment un impact qui n'est pas négligeable? Moi, j'ai plutôt l'impression que en fait, c'est complètement négligeable. Donc, l'intérêt de promouvoir les idées ou des personnes en votant pour des candidats, le seul intérêt que ça a, c'est si on arrive à les faire atteindre un seuil qui ensuite va se voir, parce que personne ne repère que le score est passé de 9,380% à 9,384%. Et donc tout ça, c'est ce qui m'inspire une hypothèse clairement qui simplifie la réalité, mais qui me semble plutôt raisonnable, mais on pourra en discuter à la fin de la présentation si ça me semble moins raisonnable. C'est une hypothèse selon laquelle les seuls impacts du vote, de notre vote, ce sont les impacts qui sont associés aux effets de seuil. Et à partir du moment où on fait cette hypothèse-là, comme je disais déjà, on peut facilement décomposer l'impact espéré associé à chaque canal en deux composants, une probabilité et un impact. Donc la probabilité que notre voix soit décisive pour dépasser le seuil et pour ensuite faire une différence. De l'autre côté, l'impact associé au fait de faire cette différence-là. Ok, donc ça nous aide un peu, mais encore faut-il réussir à estimer, ou avoir un peu une idée de cette probabilité et de cet impact. Donc c'est ce qu'on va voir successivement, en commençant par le plus facile. Le plus facile, c'est clairement la probabilité, parce qu'en fait, c'est calculer les probabilités de passer certains seuils
c'est assez facile à faire sur la base des sondages qu'on a à disposition, généralement toutes les connaissances qu'on a, et notamment nos connaissances de comment fonctionnent les élections. Donc, l'idée, c'est que pour chaque candidat, donc si on va voir les intentions de vote que révèlent les sondages, les derniers sondages, on peut tracer en gros la distribution de probabilité du nombre de votes au premier tour. Donc ça va ressembler à quelque chose comme ça. Là, j'ai complètement tracé à main levée. Ça va pas, c'est vraiment juste pour donner une idée de à quoi ça peut ressembler. Et donc en abscisse, on a le nombre de votes, et en ordonnée, on a la probabilité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on a un graphique comme ça, on peut aussi positionner les seuils qu'on connaît. Donc, par exemple, là, j'ai essayé de mettre le seuil de 5%, donc qui correspond au seuil de remboursement, qui est assez important. Un autre seuil, ce serait le seuil de passage au second tour. Sachant que là, j'ai fait une autre hypothèse simplificatrice, c'est que normalement, le seuil de passage au second tour, ça dépend du score des autres candidats, donc c'est aussi une distribution de probabilité, c'est pas un seuil dur comme ça. Bon, tant pis. Et ce qui est intéressant quand on a ça, c'est qu'en fait, on peut directement visualiser les probabilités de passer un seuil, ou du moins la comparaison de ces différentes probabilités. On regarde la hauteur sous la courbe, donc au niveau de chacun des deux seuils, et là, on voit par exemple que la hauteur au niveau de ce seuil-là, c'est à peu près 4 fois celle du seuil des 5%. En fait, on a 4 fois plus de probabilité de faire passer notre candidat au second tour que de lui faire passer le seuil des 5%. Et donc ça, c'est assez important. Et ça nous permet de calculer les probabilités qu'on va pouvoir ensuite utiliser dans le calcul. Alors attention, pour évaluer la probabilité d'affecter le résultat de l'élection, comme on est sur les élections présidentielles, sur des élections à 2 tours, donc il faut d'abord se pencher sur ce qui peut se passer au second tour des élections. Et à partir de là, on revient au premier tour des élections et on voit quelle différence on va faire. Ça veut dire que, par exemple, si, je crois que c'était le cas en 2017, Macron, c'était un vainqueur de Condorcet, en gros, au second tour, il aurait gagné contre n'importe quel candidat. Donc, imaginons qu'on est sûr à 100% que Macron gagne contre tous les candidats au deuxième tour. Et si on est sûr que Macron va passer au second tour, là, on sait qu'on peut avoir aucun impact sur le résultat de l'élection, par exemple. C'est important de bien regarder aussi ce qui se passe au deuxième tour. Voilà, donc ça c'était la composante probabilité, et maintenant on s'intéresse à la composante impact. Et là c'est là où c'est difficile, c'est là où ça devient encore plus spéculatif, parce que sur tout ce qui est probabilité, il y a pas vraiment de raison d'être très en désaccord. Sur tout ce qui est l'évaluation de l'impact du franchissement du seuil, là il y a des raisons d'être en désaccord, et on peut en discuter après la présentation. En gros, ce que on est censé faire là, c'est d'obtenir des réponses à des questions sur quel est l'impact de faire gagner Pécresse contre Macron par rapport à l'impact que Jadot atteigne les 10% de voix. Ou alors, quel est l'impact que Taubira et ses frais de campagne remboursés en obtenant le 5% des suffrages par rapport à l'impact du passage de Le Pen au second tour en termes de diffusion de ses idées. Donc, quand on dit qu'il faut comparer les deux, on peut dire, est-ce que l'impact de faire gagner Pécresse contre Macron, c'est un impact qui est supérieur à l'impact que Jadot atteigne 10% des voix, mais aussi à quel point il est supérieur, notamment est-ce qu'il est 2 fois supérieur, 3 fois supérieur, ou 100 fois supérieur, mais aussi est-ce qu'il est positif, est-ce que l'un est positif et l'autre est négatif. On aura un impact négatif peut-être en faisant atteindre à Zemmour les 10% de voix. Donc ça, c'est toutes des questions très difficiles auxquelles on doit essayer de répondre. Alors pour réussir à faire ça, pour essayer de faire ça, je ne dis pas qu'on va y réussir. Bon, on peut essayer de directement, faire ces estimations un peu juste sans essayer de faire d'autres décompositions ou d'autres hypothèses. Dans ce cas, l'idée c'est juste d'essayer d'imaginer le plus précisément possible, avec le plus de détails possible, chaque scénario possible, genre qu'est-ce qui se passerait si Pécresse, si on faisait gagner Pécresse contre Macron, à quelles conséquences on s'attend, ensuite évaluer à quel point elles sont positives, à quel point elles sont négatives, et à partir de la contemplation de chacun de ces scénarios, essayer d'attribuer un nombre à chacun de ces impacts. Ça, c'est une manière de procéder. On peut sinon essayer de faire des hypothèses qui vont nous simplifier la tâche.
C'est un peu la direction que je vais prendre là. Alors, une hypothèse qui nous simplifierait vraiment la tâche, c'est si on pensait que il y avait certains cadeaux d'impact qui étaient complètement négligeables par rapport à d'autres. Et donc, par exemple, là, on nous demande de comparer l'impact que Zemmour atteigne les 10% de voix avec l'impact que ça aurait de lui faire gagner l'élection contre Macron. On peut penser que le deuxième impact est supérieur au premier. C'est quand même plus important de gagner une élection contre Macron. Enfin, alors, en ce qui concerne l'impact de Zemmour, ça peut être négatif. L'impact négatif que Zemmour gagne l'élection contre Macron est sans doute supérieur à l'impact négatif qu'il atteigne 10% de voix. Mais à quel point il est supérieur? On pourrait imaginer que cet impact négatif soit tellement supérieur qu'en fait, en pratique, et sachant que toutes les approximations qu'on essaie de faire là, on pourrait presque négliger tout ce qui concerne le fait d'atteindre certains seuils symboliques de voix, par exemple. C'est-à-dire qu'atteindre le seuil symbolique 10% ou de 5%, c'est vraiment absolument dérisoire par rapport à tous les impacts qui sont associés au fait de faire gagner les élections à certains candidats. Donc ça serait une hypothèse qu'on peut faire et qui simplifierait pas mal les choses, mais elle est assez extrême et je vais pas faire cette hypothèse. Je vais plutôt faire une autre hypothèse qui essaye de décomposer en fait ces impacts de franchissement de seuil. Ce qu'on remarque, c'est que là, dans ce qu'on nous demande de comparer, en fait, à chaque fois, il y a un peu un facteur lié au candidat qu'on nous demande d'évaluer. L'impact de faire gagner Pécresse contre Macron, à Pécresse et à Macron, implicitement, on attribue un peu une certaine valeur. On dit, Pécresse, elle est pas bien, ou à Macron, il est mieux, ou à Macron, il est moins bien, etc. Jadot, pareil. D'un côté, il y a un peu la valeur qu'on attribue ou l'appréciation qu'on a envers les candidats. Et de l'autre côté, il y a aussi peut-être un facteur qui est associé au seuil en question, donc au canal d'impact en question. Peut-être qu'on pense que effectivement, de toute façon, quels que soient les candidats qu'on considère, faire atteindre un seuil de 10% de voix, c'est toujours, 10 fois moins important que faire gagner un candidat contre un autre. Donc ça nous inspire une manière de décomposer l'impact en d'un côté un facteur qui représente l'importance du canal d'impact, du mécanisme d'impact, et de l'autre côté un facteur qui représente la valeur relative des candidats. Et une fois qu'on a cette décomposition-là, on peut essayer d'évaluer, et c'est un peu plus facile de le faire, j'ai l'impression. Donc voilà, c'est l'hypothèse avec laquelle je vais procéder. L'impact qu'on a en faisant la différence, c'est la multiplication de l'importance du canal d'un côté, et de l'autre côté, la valeur relative des candidats dont c'est question. Alors, comment évaluer le facteur d'importance du canal? C'est toujours très compliqué. Voilà, idéalement, il faut répondre à des questions comme combien de réalisations d'un impact de type I, comme faire passer le seuil des 10%, serait aussi bénéfique ou néfaste qu'une réalisation dans l'impact J, comme par exemple faire gagner un candidat plutôt qu'un autre. Voilà, j'ai pas de conseils très utile pour améliorer la manière dont on peut faire ce genre d'estimation. Genre, j'ai une expérience de pensée un peu bizarre avec un piquant d'yeux, mais bon, c'est pas très utile. On pourra revenir là-dessus dans la discussion après. En tout cas, en ce qui concerne la valeur des candidats, bon, là, c'est là où entrent en jeu directement nos jugements de valeur, et donc notre axiologie. Comment est-ce qu'on juge les conséquences de nos actions? Si on suppose par exemple qu'il y a 3 candidats, Alice, ABC, donc Alice, Bertrand et Camille, qu'est-ce qu'il faudrait comme information là pour les besoins de ce modèle-là? Des informations sur comment on classe les candidats. Donc là, pour l'exemple, je pense que A est meilleur que B est meilleur que C, donc je préfère Alice à Bertrand et Bertrand à Camille. Donc, la valeur de Alice est supérieure à la valeur de Bertrand, qui est supérieure à la valeur de Camille. Mais c'est pas suffisant, il faut aussi évaluer la distance qui sépare la valeur de chaque candidat. Alors là, dans mon exemple, on peut imaginer que je sais que je préfère bien plus Alice à Bertrand que Bertrand à Camille. Visuellement, c'est beaucoup plus parlant. Vous pouvez imaginer que donc là, il y a la flèche à droite. Pour la valeur qu'on attribue, on a Alice tout devant, celle qu'on préfère. Et on préfère Alice à Bertrand bien plus que Bertrand à Camille. Donc ça reflète la distance sur la ligne. Et enfin, il va falloir aussi déterminer un niveau 0 qui correspond à, en gros, la désirabilité, à quel point c'est bien ou c'est mauvais d'augmenter dans l'absolu l'influence des candidats et de leurs idées.
Et par exemple, peut-être qu'on pense que ce serait mieux si, de manière générale, la société allait davantage dans la direction des idées d'Alice, mais qu'elle est dans les directions des idées de Camille. Camille qui est là en dernier, là, ça serait vraiment pire que le statu quo. Ça serait vraiment faire avancer la société dans une mauvaise direction. Et peut-être Bertrand, on est neutre. Donc, dans ce cas-là, Bertrand va mettre le niveau 0. La Camille, on mettrait peut-être le niveau -1. Et à Alice, on mettrait le niveau +2. Et à partir de là, une fois qu'on a fait toutes ces estimations, on peut faire fonctionner notre modèle et parvenir à un impact espéré. Et c'est justement ce que je vais faire maintenant. C'est justement ce que je vais faire maintenant en proposant une illustration de tout ça. Donc j'ai bientôt fini. C'est la dernière diapo avant la conclusion. Voilà, je vais faire une illustration de comment tout ça marchait sur la base des diverses hypothèses que j'ai faites. Donc c'est ça mon modèle simplifié. Donc qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les candidats de j'ai fait une sélection de 7 candidats qui ont le plus fort, les plus hautes intentions de vote aux élections présidentielles 2022. L'idée, c'est qu'à chacune de ces candidats, il faut attribuer une valeur. Ensuite, il faut considérer chaque canal d'impact. Là, j'en ai listé 3. L'influence sur le résultat de l'élection, la promotion d'idées et d'acteurs. J'ai pris comme seuil 1%, 10%, 20%. Et le remboursement des frais de campagne, avec un seuil à 5%. Et à partir de là, on peut faire un calcul et obtenir l'impact espéré total de notre vote. Alors, pour la valeur de chaque candidat, là, dans le cadre de cette illustration, j'ai essayé de simuler les préférences d'électeurs et d'électrices de centre-gauche, type sociodémocrate. Donc Taubira Jadot, c'est chouette en faveur, mais indifférent entre les deux. Mélenchon, là, il est un peu trop extrême à gauche, donc il est plutôt à 0. Macron, là, c'est un peu trop néolibéral, donc 0 aussi. Et là, après, à la droite, alors là, c'est le tir entière. Donc ça reflète ça. Les canaux d'impact que j'ai choisis, donc j'ai essayé de choisir ceux qui me semblent être les plus significatifs, et bien sûr, ça peut être critiqué. J'ai mis de côté celui sur l'abstention, parce que vraiment, très intuitivement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins d'impact pour ces 3-là. Mais voilà, on pourra en discuter. Les seuils pour la promotion d'idées d'acteurs, il fallait choisir des seuils. J'ai choisi 1%, 10%, 20%. Là aussi, c'est un peu arbitraire. On aurait pu en rajouter. Parce qu'en fait, voilà, on peut toujours en rajouter. On peut très bien dire, si le seuil de 10% il est significatif, il va avoir vraiment un impact. Pourquoi pas le seuil de 5%? Pourquoi pas le seuil de 15%? Et effectivement, à chaque fois, on tombe sur un impact qui est de plus en plus réduit, avec un coefficient d'importance de plus en plus réduit. Et j'ai pris le remboursement des frais de campagne. Donc, parmi donc ce qui fait controverse, c'est bien sûr la valeur de chaque candidat. Là, j'ai juste essayé de simuler les préférences d'un électeur de centre-gauche. Ce qui faisait aussi controverse, c'est les coefficients d'importance. Et là, voilà ce que je propose. Pour tout ce qui est promotion d'idées d'acteurs, le passage de ces seuils, ça a un coefficient de 1. Alors, une autre hypothèse simplificatrice que j'ai prise, c'est que passer le seuil de 10%, ça a la même importance que passer le seuil de 20%, qui semble douteux, mais bon. Le remboursement des frais de campagne, je pense que ça a 5 fois plus d'importance que le passage de seuil symbolique. Et l'influence qu'on aurait sur le résultat de l'élection, là, c'est 40 fois plus important que le remboursement des frais de campagne, et donc 200 fois plus important que la promotion d'idées d'acteurs. Voilà, en y réfléchissant, ça me semble justifié. Je pense qu'il y a vraiment des distinctions d'ordre de grandeur entre ces différents impacts qu'on peut avoir. Et comme vous le verrez, c'est ça qui va déterminer en grande partie les résultats de notre calcul. Donc c'est particulièrement important. Donc ça peut faire l'objet de désaccords. Si on prend Mélenchon, par exemple, lui, il est donné 9% d'intention de vote au premier tour, selon le dernier sondage que j'avais consulté hier. J'ai ensuite modélisé de manière extrêmement grossière la distribution de probabilité, donc du nombre de votes associés à chaque candidat. Et en gros, c'était la distribution de probabilité que j'ai pas du tout fait une loi normale ou quoi que ce soit. J'ai fait un truc par palier centré sur les intentions de vote telles que déterminées par les sondages.
Et donc, en gros, selon la distribution, enfin, d'après la distribution de probabilité que j'ai choisie, la probabilité qu'il influence le résultat de l'élection, c'est 0. Parce qu'il n'y a aucune chance qu'en votant pour Mélenchon, on le fasse passer au deuxième tour. Il est trop loin, il est à 9%, il est trop loin de Pécresse, de Le Pen. Donc la probabilité est à 0, ça facilite le calcul. Par contre, il n'est pas loin du tout du seuil du 10%. Et donc, j'ai mis une probabilité qui reflétait ça. Et par ailleurs, il n'est pas non plus si loin que ça du seuil de remboursement des frais de campagne. On pourrait imaginer qu'ils sont en dessous. Donc, on arrive à le faire. On pourrait imaginer que notre voix arrive à le faire passer ce seuil-là. Et donc, pour obtenir l'impact espéré total de notre vote en faveur de Mélenchon, on fait simplement donc la somme de tout ça. Donc 0 fois 200, 0. Ah oui, sachant le tout 0 fois 200 plus 7 fois 1 fois 0 égale 0, plus 1 fois 5 fois 0 égale 0. Puisque la valeur de ce candidat, il était à 0, son impact préparé, c'était à 0. Taubira, c'est à peu près la même chose, sauf qu'elle, comme elle se situe exactement à 5% d'intention de vote, on peut imaginer que la probabilité est assez élevée, beaucoup plus élevée que pour Mélenchon, qu'on lui fasse passer ce seuil. Et c'est ce qui explique son score bien plus élevé. Je laisse regarder Jadot, c'est à peu près la même chose. Macron, c'est pareil. La probabilité qu'on influence, donc qu'on le fasse passer au deuxième tour, comme elle est nulle parce que j'ai considéré qu'il était 100% de probabilité déjà au deuxième tour. Bien sûr, c'est une simplification. Mais... Et c'est là où ça devient intéressant pour tous les candidats de droite. Étant donné que Pécresse était... Alors là, j'ai fait plusieurs hypothèses. J'ai fait l'hypothèse que Macron a 100% de chance de gagner contre Le Pen et que Macron a 80% de chance de gagner contre Pécresse. Et comme Pécresse et Le Pen ont des intentions de vote assez similaires, il y a une probabilité qui est pas du tout négligeable qu'en votant pour Le Pen, on fasse passer Le Pen au second tour, ou qu'en votant pour Pécresse, on fasse passer Pécresse au deuxième tour. Sauf que, étant donné que si on fait passer Le Pen au deuxième tour, on sait que Le Pen va perdre, mais si on fait passer Pécresse au deuxième tour, elle a 20% de réussite. En fait, on va obtenir l'impact espéré que voici, c'est-à-dire un impact espéré très très négatif pour Pécresse. Pourquoi? Parce que en votant pour Pécresse, étant donné que Pécresse elle est -1 et que Macron il est à 0, si notre vote fait la différence et permet à Pécresse de passer au-dessus de Le Pen et donc de passer au deuxième tour, alors on s'expose à 20% de chances qu'elle soit élue face à Macron. Et si elle est élue face à Macron, c'est pas bon pour nous parce que Macron il a une valeur de 0 alors que Pécresse -1. C'est pour ça qu'il y a une valeur relative des candidats de -1. On compare Pécresse avec Macron. Et c'est pour ça qu'on obtient un impact espéré total très très négatif. Mais par contre pour Le Pen du coup c'est l'inverse. Si notre vote fait la différence et permet à Le Pen de prendre le dessus sur Pécresse, et au lieu de s'exposer à 20% de chance que Pécresse gagne contre Macron, ce qui serait quelque chose de négatif, on s'expose juste à Le Pen qui perd dans 100% des cas. Là-dessus, je me suis basé sur les intentions de vote, pareil, du sondage consulté hier. Et ça veut dire que du coup, on se retrouve avec 100% de chance avec Macron, qui est mieux que Pécresse. Et c'est pour ça que la valeur relative des candidats, elle est à +1. Et c'est pour ça que cette fois-ci, on se retrouve avec un score très très positif. Et en ce qui concerne Zemmour, là, il est pareil, j'ai estimé qu'il était trop loin du seuil du second tour. Mais par contre, lui, sur le coup, puisqu'il est à -3 en termes de valeur, on n'a pas du tout envie de le faire rembourser ses frais de campagne, pas du tout envie de promouvoir ses acteurs, et c'est pour ça qu'il se trouve aussi avec un score négatif. Ok. Alors bon, j'ai fait plein d'hypothèses sur lesquelles on pourra revenir. Globalement, ce qu'on observe, c'est que peut-être qu'il y a un résultat qui semble contre-intuitif. On a un électeur de centre-gauche qui semble extrêmement incité à voter en faveur de Le Pen. C'est des problèmes liés au système électoral des élections présidentielles. Et c'est aussi là qu'il est important de rappeler que donc là, on a pris une perspective conséquentialiste. On peut très bien combiner cette perspective conséquentialiste avec d'autres principes de vote. Et par exemple, on pourrait imaginer que j'ai comme principe de ne jamais voter pour
une personne qui serait à laquelle j'assignerais une valeur négative. Ça, par exemple, ça pourrait faire sens comme principe. Ce serait un principe déontologique, pas du tout conséquentialiste. Mais si on combine ce principe déontologique avec notre impact expéré, ça veut dire qu'en gros, on ne s'autorise pas de voter pour aucun des candidats de droite, des 4 derniers candidats. Dans ce cas-là, on voterait plutôt pour Taubira. Voilà. Donc, bien sûr, on pourra revenir sur ce modèle et cette illustration que j'ai fournie. Globalement, c'est quoi les leçons à tirer de toute cette réflexion? Calculer l'impact de son vote, c'est quelque chose de très complexe. Ça dépend d'estimations qui sont très difficiles à faire et qui parfois paraissent très spéculatives. Mais malheureusement, c'est un peu un passage obligé si vraiment on veut réfléchir à quelle différence je fais avec mon vote. Il n'y a pas vraiment d'alternative. Si on se contente juste de voter de manière un peu plus intuitive, ça consiste juste à faire un peu tous les choix que là on a dû faire, mais de les faire de manière implicite, de manière opaque. L'intérêt de la décomposition que j'ai proposée et du modèle, c'est justement de faire la lumière sur tout ça et de rendre complètement transparent les hypothèses qu'on fait sur l'importance relative de tel canot, etc. De rendre toutes ces hypothèses-là complètement transparentes. Et ça, c'est intéressant parce que je pense qu'in fine, ça permet un peu peut-être de guider notre décision personnelle. Au moins, ça rend certains faits plus saillants qu'autrement. Et surtout, je pense aussi qu'en faisant toute cette réflexion-là et en vous présentant ce modèle-là, ça permet aussi d'éclairer davantage un peu les sources de désaccord qu'on peut avoir quand on discute pour qui est-ce qu'on va voter. Donc, je pense que ça a quand même pas mal de valeur. 2 questions pour ouvrir la discussion parmi beaucoup d'autres questions, mais voilà, pour vous inspirer. Y a-t-il d'autres canaux d'impact que j'aurais oubliés? C'est très possible. Quel coefficient d'importance des canaux est-ce que vous seriez tenté d'attribuer? Les principales ressources sur lesquelles je me suis basé, c'est les 2 suivantes. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de ressources. Il y a la page de 80 000 heures sur l'impact du vote et la page Wikipédia qui récapitule tous les sondages et que je consulte très régulièrement, beaucoup trop régulièrement. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.